Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et salut les Wargamers et bienvenue sur Rural Hammer, votre podcast de Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Vous aurez tous reconnu la petite dédicace, mais non, ce n'est que Brother Maxou, le humble Brother Maxou derrière son micro. Et bienvenue sur Rural Hammer pour un épisode un peu spécial où nous allons parler de pognon. Le pognon, ce truc qui gouverne notre vie à tous, c'est pour ça que l'on travaille, c'est parfois pour ça que l'on change de vie, ça nous gouverne tous les mois, on se fait ponctionner, on se fait prélever, on en regagne, on en dépense. Et bien dans notre petit hobby bien de chez nous, le pognon a une importance capitale parce que c'est quelque part ce qui va gouverner la mise en place de nos projets et à vrai dire, il y a beaucoup à dire en la matière. Donc pour faire l'analyse de finalement ce que nous coûte le hobby, ce que nous coûte le wargame, entre parenthèses à l'ancienne bien entendu, on va remonter un petit peu dans le temps et analyser donc ce qui a été finalement le coût de Warhammer lorsque j'ai commencé, lorsque je pense que la plupart de nous a commencé, nous autres les 30-quarantenaires, c'est-à-dire dans les années 90. Spoiler alert, dans les années 90, c'était déjà très cher. Honnêtement, Warhammer a toujours représenté un budget assez faramineux comparé finalement à ceux qui étaient les autres loisirs de petits garçons ou d'adolescents à l'époque. C'était sans commune mesure. Vos parents pouvaient déjà faire la gueule lorsque vous faisiez des Lego à la chaîne. Lorsque l'on s'est mis à sauter à pieds joints dans la petite mare Warhammer, ses parents, tout de suite, ils se sont posé des questions. Ils se sont dit, mais putain, comment ce truc peut-il être aussi cher ? Ce ne sont que des figurines, ce sont des livres, ce sont des boîtes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on parle de modélisme. Et concernant le modélisme, quelle que soit la sphère que vous regardiez, vous vous rendrez bien vite compte que tout coûte une burne. J'en prends pour exemple l'image même du modélisme, que sont les petits trains, la reconstitution de plateaux ferroviaires où on recrée un village, une petite ville avec tout un petit réseau ferroviaire qui tourne autour. Regardez de plus près les tarifs liés à ce hobby-là, vous tomberez des nues, c'est hyper cher et ça l'a toujours été, même quand on remonte aux premières expressions de ce qu'a été par exemple le petit train, c'est-à-dire à peu près à la fin du 19e siècle, c'était des maquettes en métal coupées à la main, par la main, c'était un loisir de riches. 100 ans plus tard, Warhammer est malgré tout devenu un hobby de bourgeois. Et donc c'était déjà le cas dans les années 90. À l'époque, on parlait principalement de figurines, de budget figurines, car l'offre en termes, par exemple, de peinture et de modélisme n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle est à l'heure actuelle. Le gros du budget à l'époque dans Warhammer, c'était les figurines. Et donc ces figurines, dans les années 90 comme aujourd'hui, ça a toujours coûté très cher à fabriquer. La conception d'un moule, par exemple, qui sera ensuite injecté de plastique, ça se chiffre à minima à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour les maquettes les plus ambitieuses. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque Game Workshop a inauguré, par exemple, le Falcon ou la Viper Eldar, c'était des techniques de moulage assez révolutionnaires. Ça leur a coûté une fortune à développer. Donc ces moules-là, naturellement, ils ont une durée de vie assez longue, donc ils vont largement les amortir, mais le coût de fabrication est énorme. Et donc maintenant, c'est le cas pour absolument tous les kits plastiques qui se présentent à vous. Ça coûte cher à fabriquer. À l'époque, cela dit, nous avions des alternatives financières, c'est-à-dire que la gamme de figurines Game Workshop se séparait pas mal entre le plastique et le métal. Donc le métal, donc à l'époque ça a été du plomb. Je me rappelle que lorsque je suis passé au hobby, Game Workshop a changé sa recette de figurines en métal pour aller vers une espèce de fer blanc. Donc là on parle naturellement d'alliages qui sont le plus facile à travailler possible, bien que ce ne soit pas une mince affaire. Mais donc à l'époque on avait un peu deux gammes au sein de la même gamme, que ce soit le métal ou le plastique.
nous avions le choix. Donc nous avions le choix de constituer une armée intégralement faite de métal, ce qui avait naturellement un coût énorme, ou on pouvait très bien également se contenter des différentes boîtes de régiments, donc les petites boîtes vertes historiques de régiments plastiques tout dégueulasses, ou naturellement cette gamme naissante de nouveaux formats régimentaires et modulaires de kits plastiques qui allaient, avec le temps, contaminer absolument toute la gamme. Donc il y avait quand même quelques alternatives possibles en termes de budget, et la plupart d'entre nous, généralement, commencer une nouvelle armée via une boîte de base ou ces petits régiments verts, et par la suite aller adjoindre quelques figurines en métal pour compléter le tout. C'était la manière traditionnelle de monter une armée dans Warhammer Battle, par exemple. C'était quand même déjà cher et toutes les factions n'étaient pas égales de ce point de vue. Par exemple, celui qui avait décidé de monter une énorme armée de garde impériale, là, on parlait d'une fourchette de prix qui allait vraiment très 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 haut. Ça pouvait représenter un gros mois de salaire de votre daron. Donc, inutile de vous dire que les parents regardaient ça de travers. Ils voyaient vos petites enveloppes d'anniversaire et de Noël fondre comme neige au soleil dès lors que vous reveniez d'un magasin Game Workshop. Donc voilà, il y a toujours eu à l'esprit cette idée du hobby cher. Moi, à l'époque, je composais avec, c'est-à-dire en tant qu'adolescent, l'achat de figurines se résumait aux grandes échéances familiales, que ce soit un anniversaire, voilà, mémé vous donnez votre enveloppe, vous alliez tout fumer au Warhammer du coin, et ensuite, à l'âge d'étudiant, donc là, ça allait un peu mieux avec les petits boulots d'été. Moi, par exemple, je faisais du chantier en été. Il y a les gars qui faisaient des petits boulots de merde payés 3 francs 6 sous. Moi, je faisais carrément du chantier en intérim en Belgique à faire des journées de 12 heures où je montais et tuyautais des plateformes pétrolières. Voilà, c'était mon, mon gros boulot d'été à moi. Et n'empêche qu'à l'époque, en tant qu'étudiant, ça m'avait bien aidé à financer mon hobby. Donc faisons maintenant un gros bond dans le temps, à peu près 15 ans plus tard, lorsque je reprends le hobby en V9 de Warhammer 40 000. Eh bien, cette reprise, il y a eu de ma part une certaine surprise liée aux tarifs pratiqués. C'est-à-dire, j'ai quitté le hobby à une époque où une boîte de régiment, c'était à peu près 160 francs. Je sais que peu de temps après, ça a passé le cap des 30 euros lors du passage à l'euro. Eh bien, lorsque je reprends le hobby en V9, je me retrouve face à des boîtes de régiment, donc par exemple une escouade d'Intercessors, de 10 Space Marines, à peu près à 40, ça allait de 40 à 45 euros. Donc évidemment, une hausse de tarifs, pas négligeable, 15 ans se sont passés, ça ne vous a pas échappé que partout autour de vous, tout a augmenté, ça va des coquillettes aux pneus de voiture en passant naturellement par les Warhammer. Donc voilà, le nouveau prix est là. Et lorsque je déballe mes premières figurines, je me dis, ok, le bond en qualité qui a été pratiqué par Game Workshop est tout simplement incroyable. Honnêtement, voilà, le truc le plus parlant, c'est de passer de l'escouade tactique, la vénérable escouade tactique de la V3, à un kit récent d'Intercessors. Franchement, le bond en qualité est complètement fou, que ce soit en termes de montage, en termes de modularité, en termes de finesse de gravure. Tout a progressé à vitesse grand V et on se retrouve face à des gammes de figurines proprement incroyables, et ça l'est encore plus si on lorgne du côté d'Age of Sigmar, où là, on a tout simplement les plus belles figurines plastiques du monde. Donc les prix sont là, ils sont encore moins négligeables qu'avant, mais ça se fait en conjugaison avec une qualité qui est tout bonnement la meilleure du monde. Voilà, en termes de finesse de gravure, en termes de modularité, les kits Game Workshop ont tout simplement atteint l'excellence. Et donc je fais face à ça. Je fais face à toutes ces nouvelles gammes de figurines. Donc voilà, lorsque je redécouvre Warhammer 40 000, je le fais sous le signe des Primaris. Et c'est simple, j'ai des centaines de références qui s'offrent à moi, des dizaines de nouvelles figurines, toutes plus belles les unes que les autres. Et quelque part, j'ai vite oublié le prix lié à ça, tellement la qualité me semblait complètement dingue. Et donc, en plus de cela, on avait également des méthodes d'achat alternatives qui n'existaient pas avant. Dans les années 90, on achetait du Warhammer
au magasin Warhammer ou alors avec la VPC au téléphone. Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Naturellement, vous aviez des revendeurs, mais ces revendeurs, pratiquaient le tarif Game Workshop officiel. Il n'y avait pas vraiment d'autre chose. Désormais, la mondialisation est passée par là, la concurrence également, et les revendeurs pratiquent un peu les tarifs qu'ils veulent. Et donc, en V9, je découvrais qu'on pouvait acheter tout Game Workshop à -10, -15, voire -20% chez certains revendeurs. Donc naturellement, on accueille la nouvelle avec un grand sourire parce qu'on se dit putain, quand même quoi, 20% sur absolument tout, ça vaut le coup, on va y aller. Et outre les distributeurs qui, du coup, margent moins, on a également accès à, par exemple, à Wayland, donc le site anglo-saxon, qui là, en fait, pratique les tarifs anglais. Donc, il y a un petit calcul à faire en termes de finances, donc le taux de conversion en fait de la livre à l'euro joue en votre faveur, et malgré les petits frais de carte bleue et malgré les petits frais de port, on pouvait acheter chez Wayland des armées qui cette fois s'affichaient plutôt à un tarif qui allait à 30% en dessous des tarifs officiels pratiqués en France. Donc en fait, ma première armée Space Marine, donc mes Blue Angels, j'ai acheté une énorme armée chez Wayland et honnêtement, en termes de prix, je me sentais plutôt pas lésé. J'avais en face de moi une quantité de boîtes astronomiques pour un prix qui était 30% en dessous du tarif officiel. Donc franchement, ma reprise en V9, du haut de mon statut, on va dire, de professionnel, avec les finances qui vont avec, je ne suis pas riche, loin de là, mais je me disais, putain, c'est quand même pas mal, je me sens pas vraiment floué. Le fait d'avoir quitté un peu les sphères étudiantes, les sphères de la bohème, fait beaucoup de bien à la reprise du hobby. Et qui plus est, j'ai des méthodes alternatives pour acheter mes figurines à des tarifs assez agressifs. Donc vraiment très bien, moi j'ai repris la V9 en mode, putain, finalement, tout va bien. Naturellement, quand on reprend le hobby, il y a un gros billet à livrer, ne serait-ce que par l'achat des livres, des accessoires, du matériel de la peinture, etc. Nous y reviendrons. Donc ça représente toujours une espèce de coup de guillotine en termes de finances. Mais honnêtement, j'étais plutôt content de voir que les tarifs Game Workshop étaient encore à peu près contenus et surtout que ça rimait avec un gain en qualité absolument faramineux. À côté de ça, j'ai pu quand même faire face à des nouveaux modèles économiques plutôt inquiétants. Donc, par exemple, le passage à la gamme Primaris a inauguré pour Game Workshop certains nouveaux conditionnements de produits et on a pu voir fleurir les fameux kits de 3 figurines. Donc, ça concerne souvent les élites, les armures spéciales, en gros, tout ce qui n'est pas de l'infanterie standard. Et donc, vous aviez ces boîtes de 3 bonhommes, par exemple les Blade Guard, les Inceptors, plus récemment, voilà, les Octoliers, World Eater, etc. Et donc, ces kits de 3 bonhommes, ils étaient tarifés 40 balles. Là, on se dit, putain, ça reste finalement de l'infanterie dont on va avoir besoin pas mal en nombre. Par exemple, en V9, tout le monde jouait à peu près 2 escouades de 6 Blade Guard. On allait devoir acheter 4 boîtes comme ça, 4 kits de 3 personnages. Donc ça, clairement, c'est un nouveau conditionnement de produits qui rime avec un renouvellement de la gamme que Game Workshop prend soin également de justifier en termes de lore. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, là quand même, ils se font pas chier. On arrive quasiment à du 15 € par personnage. » C'est quand même un peu difficile à avaler. Mais là encore, une fois de plus, lorsque j'ai eu mon premier vrai kit de Blade Guard dans les mains, je me suis dit « Ouais, putain, en fait, c'est cher, mais ça tue, quoi. » Ce kit de 3 personnages, vous avez moyen d'en monter, on va dire, de 9 à 12, avec des poses complètement différentes, avec des trucs surstylés. Il y en a un qui est en train de torcher son épée énergétique avec son drapé.
Voilà, ça tue, ces kits sont chers, mais par contre, on en a pour notre pognon. Ils sont extrêmement bien faits. Mais bon, cependant, ce nouveau conditionnement avait d'ores et déjà suscité une certaine inquiétude chez moi. Je me disais, ah putain, ils ont fait ça pour les Space Marines, ils vont faire ça pour toutes les autres armées. Et ça n'a pas raté. Maintenant, quelle que soit la faction que vous choisissiez, par exemple, en Death Guard, vous avez un kit de 3 Death Shroud, eh bien, tarifé au prix fort. Et ce kit, eh bien, dans une armée Death Guard qui se respecte, vous allez peut-être avoir besoin de 2 à 4 boîtes. Donc là, le tarif est au demeurant assez agressif. Autre source d'inquiétude lorsque j'ai repris, ça concernait tout simplement les personnages, quel que soit le QG que vous choisissiez. Donc je me rappelle à l'époque, je me suis dit, ok, il me faut Méphiston. Et ben je vois Méphiston à 32 euros. Je fais ouh. Bon, je pensais pas en vérité passer à l'époque le cap des 30 euros pour un personnage seul. Parce que là, on se dit, bah merde, ça reste une figurine en plastique normale. Ok, c'est un QG, ok, c'est un perso, ok, la sculpture est superbe, mais merde, ça fait quand même un peu mal au cul de voir un personnage unique passer la barre des 30 euros. Donc voilà, encore une fois, nouvelle petite source d'inquiétude et politique commerciale véritablement agressive dès lors que ça concerne eh bien, les personnages. Et il suffit de voir par exemple le prix d'un robot de Guilliman ou d'un Abaddon le Fléau. Là, on passe carrément 50 balles la figurine. Ça reste, ok, elle est grosse la figurine, ok, elle est très belle, mais putain, ça reste du plastique, quoi. Et là, on se dit, waouh, à l'avenir, on va voir des trucs fleurir un peu dans cet ordre-là. Et là, encore une fois, ça n'a pas loupé. Autre truc un peu abusé, il s'agit tout simplement des gros kits. Les gros kits, à l'époque, bon, voilà, tout le monde se souvient des Dragons ou Warhammer Battle, par exemple. Ces gros kits étaient tarifés à peu près 300 francs, soit l'équivalent de 40 à 50 euros. Maintenant, lorsque vous achetez un Imperial Knight ou un Primarch démon du genre Magnus, on passe la barre des 100 euros. Encore une fois, la qualité a progressé de ouf, ce n'est plus du métal, c'est du plastique, c'est facile à assembler, il y a plein d'options, c'est super, mais on passe quand même un cap psychologique qui n'est pas négligeable, plus de 100 euros pour une grosse pièce. Et des grosses pièces, eh bien, dans vos armées, vous allez en avoir pas mal. Donc là, encore une fois, une source de budget wow, qui pique un petit peu. Donc voilà, tout ça cumulé, ça m'a donné à l'époque pas mal d'inquiétudes, mais globalement, j'avais un sentiment de satisfaction assez immense de découvrir à quel point les grappes en plastique étaient d'un tout autre niveau que le hobby que j'avais quitté à l'époque du haut de ma vingtaine d'années. Donc voilà, tout ça, c'était fin 2020. Je découvrais les nouvelles gammes. J'achetais des figurines par palette. C'était une folie furieuse. Donc il y a eu de ma part en fait un investissement assez important au début, hein, parce que voilà, il fallait se remettre à tout acheter, c'est-à-dire les peintures, les accessoires. Je repartais absolument de zéro. C'était fin 2020. Nous sommes désormais mi-2024. Et depuis, eh bien, les choses ont pris un tournant vraiment assez décisif en termes de finances. Game Workshop a pratiqué la mise en place d'augmentations successives absolument délirantes. Et la dernière en date, donc, qui a eu lieu l'année dernière, honnêtement, ça a été le dernier clou sur la croix. Ça a été vraiment terrible. Tant et si bien que je trouve que ce qui résume à peu près le mieux la chose, c'est que à l'époque, nous avions des start collecting à peu près à 70 euros. Désormais, nous avons des patrouilles à 125. Donc voilà, le ticket d'entrée a définitivement versé dans le très cher. Et donc, moi, depuis ma reprise du hobby, des augmentations, il me semble en avoir vu 3, quasiment successives, coup sur coup, chaque année, comme une horloge qui tourne. Le monde est en crise. Il y a eu naturellement des choses qui se sont déroulées ces dernières années qui n'ont pas aidé. Entre le Covid, oui, moi je dis le Covid, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, tout le monde a décidé que ce truc était féminin.
Ouais, non, c'est le virus, c'est le Covid, allez vous faire foutre. Bref, le Covid, le retour de la guerre sur le sol européen, bon, tout ceci a bon dos. La vérité, c'est que tout le monde se gave et tout le monde se gave, en fait, dans ce que sont finalement les grands fondamentaux du commerce mondialisé. Donc le transport est devenu très cher, la production, donc globalement tout ce qui touche aux matières premières et notamment le plastique, tout ce qui se base autour des hydrocarbures est devenu très cher. Eh bien, le résultat, c'est que Game Workshop a impacté ses ventes en prenant compte de ça, mais la vérité, c'est qu'il se gave. Et honnêtement, la dernière augmentation tarifaire en date, elle est vraiment difficile à accepter car on est passé dans le délirant à plus d'un point de vue. Et j'en prends pour preuve, par exemple, le meilleur exemple, c'est tout ce qui touche à la librairie. Les codex, eh bien, qui sont fabriqués en Chine, eux, et bah voilà, vous avez un pauvre livre relié à 50 euros. C'est devenu assez critique. Il y a des choses qui ne vont plus du tout. Les Patrol Box, ça ne va plus du tout. Désormais, on a des Patrol Box qui ne nous offrent pas plus que les Start Collecting de l'époque et qui ont quasiment doublé de prix. Faites vos courses sur le site de Games, il y a des trucs assez terribles. Regardez la Patrol Box Necron, par exemple, tarifé 125 euros, qui ne regroupe que des figurines, eh bien, easy to build, donc des trucs qui viennent tout droit, eh bien, des collections Hachette, de la boîte Indomitus, etc. La promesse commerciale d'antan, c'était que dans les Patrol Box ou les Start Collecting, nous trouvions des kits entièrement modulaires, donc pas les mêmes kits que les boîtes de base ou ce qu'on trouve dans les collections Atlas, là, le premier numéro pour 2 euros, votre tétrarque Necron. Non, 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 on avait l'habitude de voir dans les boîtes comme ça, dans les grosses boîtes, des kits véritables, des trucs un peu premium. Eh bien, désormais, il y a quand même quelques dérives commerciales liées à ça. Et moi, le plus gros regret que j'ai concernant cette augmentation successive qui a eu lieu ces 3 dernières années, c'est que ça met véritablement hors jeu le débutant, l'étudiant, voire le collégien, parce que jouer à Warhammer 40 000, le ticket d'entrée, il est proprement délirant. Si vous voulez bénéficier bien de la meilleure expérience de jeu possible, qui consiste d'une part à avoir son codex, d'autre part, par exemple, les cartes qui vous permettent de jouer avec votre petit nez sous les datasheets, le ticket d'entrée est délirant. Le codex, les cartes, le list building sur l'appli avec un abonnement payant, plus toutes les figurines achetées, les peintures, les accessoires, les machins, on arrive franchement très facilement à 1 millier d'euros. Hein. On va pas se mentir, une armée de 2000 points, plus toutes les peintures, les accessoires, la librairie, les codex, la boîte de base et tout, vous allez franchir mais allègrement le cap des 1000 balles. Et honnêtement, est-ce que vous connaissez quelqu'un, un petit collégien du coin qui a le loisir de pouvoir faire ça? Honnêtement, ça m'étonnerait. Donc on a versé définitivement dans le commerce de luxe. Et pour ceux qui pensent que cette inflation un peu excessive aura un retour, ce n'est plus possible. Nous vivons dans un monde en crise, nous vivons dans un monde en fait qui se base sur une théorie de la croissance infinie, sur une planète qui connaît eh bien, des ressources finies. Donc ce n'est pas possible, ça va droit dans le mur, les ressources vont se tarir, le plastique sera de plus en plus impacté par eh bien, la décroissance de la production pétrolière, ça ne s'arrêtera pas. Si vous trouvez que Warhammer c'est devenu horriblement trop cher, bien nul doute que ça le sera encore plus dans 10 ans. Et donc à ce titre, il y a, je trouve, dans toutes les gammes qui s'offrent à nous, dans notre pratique de hobby, il y a quand même pas mal de trucs qui clochent. Donc voilà, j'ai parlé des Patrol Box un peu mauvaises. Parlons également des peintures. Regardez le prix d'une bombe de peinture Citadel. On est à 15 balles. Enfin, à quel moment un aérosol coûte 15 euros? C'est de la merde, hein. Ça coûte vraiment rien à produire. Vous payez ça 15 euros. La librairie est délirante. Les codex à 50 euros, qui en plus sont généralement très décevants en termes de contenu, en termes de lore, en termes de fluff, en termes de nombre de pages. Hein. On se souvient tous que il y a certains codex, franchement, qui sont aussi épais qu'une enveloppe. Voilà, c'est beaucoup trop cher. Hein. C'est beaucoup trop cher. Et bon, ne parlons même pas des accessoires
couloir de modélisme Game Workshop où là, vous allez pouvoir acheter des pinces coupantes 30 €, des petits sacs 2D à 25 €. Du côté des accessoires, la marque anglaise est complètement en roue libre. Et donc ce ticket d'entrée effarant désormais, c'est à mon sens le plus grand regret qu'on puisse avoir concernant l'entrée dans le monde Game Workshop. C'est tout à fait dissuasif et je ne connais pas beaucoup de gamins qui aient le loisir d'entrer là-dedans avec des parents conciliants. Donc là, franchement, il vaut mieux que papa soit ingénieur en agroalimentaire, sinon vous allez le sentir passer. Et je trouve vraiment que les tarifs pratiqués actuellement mettent complètement de côté les strates de société les plus populaires, hein, donc que ce soit les ouvriers, les techniciens, les petits artisans, des familles qui vont avoir du mal à accorder à leurs gosses le budget nécessaire pour qu'ils pratiquent le Warhammer en toute quiétude. C'est tout simplement pas possible. Ça a vraiment versé dans le commerce de luxe et désormais c'est vraiment devenu un truc de bourge. On va pas se mentir. C'est exclusivement réservé à des strates de revenus supérieurs. Et moi, quand je vois, si vous voulez, autour de moi, des gens très humbles financièrement, qui continuent à avoir une pratique assidue du hobby, je me dis, putain, bravo les mecs, parce que ce truc doit se faire au sacrifice de pas mal d'autres choses. Et lorsqu'on a du mal à joindre les deux bouts, lorsqu'on trouve la bouffe trop chère, lorsqu'on a du mal à payer son énergie, donc ses factures d'électricité, la révision de la bagnole et tout, je me demande, mais putain, quelle place reste-t-il à la pratique de ça? Évidemment que ça passera en dernier si progressivement on se retrouve un peu en condition de survie, quoi. Si un jour on doit faire un crédit pour payer sa régularisation auprès d'EDF, nul doute que Warhammer ça passera derrière tout le reste, quoi. Et du coup je trouve que ça devient dangereux. Ça a toujours été un truc d'élite, mais désormais ça l'est encore plus. C'est tout à fait regrettable, c'est tout à fait dommageable même, je trouve, en termes de chiffre de vente. Ça m'étonnerait que Game Workshop vende de plus en plus, honnêtement. Si les courbes de croissance sont sans doute toujours autant de leur côté, c'est nul doute parce qu'ils pratiquent une politique commerciale véritablement agressive. Mais en termes de volume de vente, je vois pas le truc progresser. Ça ne me paraît pas possible car de plus en plus de gens vont devoir faire une croix sur l'achat de figurines. Ça me paraît tout à fait mathématique dans les conditions actuelles. Et conjointement à tout ça, conjointement à des tarifs qui sont désormais passés dans la stratosphère, on se rend compte que le service n'est pas à la hauteur. Ça ne vous a pas échappé, ces dernières années, on va dire ces 2 dernières années, Game Workshop est complètement à la ramasse. Les ruptures de stock se multiplient, les retards de livraison peuvent devenir potentiellement délirantes. On se souvient tous des joueurs World Eaters en V9 qui ont reçu leurs armées et leurs codex 6 mois après les avoir achetés. Et 6 mois après, c'était le début de la V10. Donc ton codex V9 qui était aussi épais qu'une enveloppe et que tu as payé 45 €, tu peux désormais te le foutre au cul de manière tout à fait officielle. On voit ça arriver de plus en plus souvent. Les services ne sont plus à la hauteur. Le transport, les stocks produits, les livraisons, tout semble un peu à la ramasse et Game Workshop connaît 2 véritables problèmes, je pense, de logistique. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les changements d'entrepôt, il y a eu des changements de site, il y a eu ce virage qui consiste à composer désormais avec un contexte géopolitique assez perturbé en Europe. Le service n'est tout simplement pas à la hauteur des tarifs pratiqués. Et ça, Game Workshop, on va en payer sans doute les pots cassés. Il y a de plus en plus de clients mécontents. Il y a de plus en plus de clients qui se sentent lésés. Je pense que si Game Workshop ne redresse pas la barre, il va tout simplement connaître une baisse massive de ses clients. Les consommateurs vont tout simplement arrêter de consommer devant ce qui peut sembler être parfois de véritables trahisons, hein. C'est qu'on vous annonce la sortie d'une belle armée, ouais, c'est tout neuf, machin, ok, vous vous ruez sur les précommandes. Et cette armée, vous ne la recevez jamais. Il y a même eu, en fait, des commandes non honorées, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas été livrées en retard. Game Workshop vous envoie un courrier en vous disant « Ok, on peut pas le faire, lol, voilà, on te rembourse ». Ce genre de truc,
ce genre de petits cure-dents dans les rouages de la mécanique Game Workshop peut potentiellement leur coûter très cher sur le long terme. Donc je pense que les choses sont en train de se tasser à l'heure actuelle. À titre personnel, je n'ai pas eu à affronter ça, mais je connais pas mal de joueurs autour de moi qui ont fait face à ce genre de petits problèmes malencontreux, hein. Des commandes pas livrées, des commandes mais plus de 6 mois en retard. Voilà, lorsqu'on pratique des tarifs aussi agressifs, on demande quand même que le service soit à la hauteur. Ça n'a franchement pas été le cas lors de cette dernière année écoulée. Donc je souhaite à Game Workshop de redresser la barre parce que là, ça commence véritablement à sentir mauvais pour eux. Et donc, devant ce contexte devenu assez difficile, parlons maintenant des alternatives et par exemple des répercussions de tout ceci sur le marché de l'occasion. Et là, honnêtement, le constat est sans appel, c'est que Games Workshop a créé de véritables monstres, de véritables spéculateurs en herbe et honnêtement, la simple vision d'une page dédiée à la revente de figurines en ligne, hein, comme on en trouve sur Facebook, Le Bon Coin, etc., ça commence à ressembler à un véritable musée des horreurs et on ne compte plus le nombre d'annonces type OK, je revends une armée et c'est la putain de foire, c'est la brocante, c'est la foire fouille. Il y a de l'Imperium, du Conquest, il y a du pain, du papin, du malpain, du surgrappe. C'est ni fait ni à faire. Les photos font complètement flipper et le résultat de ça, c'est que le gars n'hésite pas à chiffrer la chose à 650 €. Il vous dit en grand dans l'annonce, oui, réduction du prix Game Workshop de 30%. Et le mec croit honnêtement que tout ceci, ça vaut ce prix-là, alors que c'est juste un bric-à-brac de figurines massacrées, mal peintes, sous-couchées, assemblées, pas assemblées. Il y a des trucs qui viennent des éditions Hachette, il y a des trucs qu'il a lui-même déjà acheté d'occasion, et les gars n'ont aucun scrupule à afficher ça comme étant une bonne affaire à moins 30% du prix du neuf. Donc déjà, mec, pour info, tout le monde a accès à du moins 20% par rapport au prix du neuf. Est-ce que vraiment tu penses que cette armée que tu es en train de vendre avec des photos dégueulasses, est-ce que tu penses vraiment que ça ne vaut que 30% du prix du neuf? Enfin, donc oui, c'est une véritable catastrophe. C'est que bien les consommateurs comme ça de Game Workshop prêtent une valeur à leurs armées qui ne reflète absolument pas ce qu'on a sous les yeux. Et donc, le contexte de l'achat du neuf est devenu extrêmement agressif. Et bien, malheureusement, le marché de l'occasion est en train de suivre. Et honnêtement, à titre personnel, ça m'est peut-être arrivé 3 ou 4 fois durant ces dernières années de voir de véritables bonnes affaires sur le marché de l'occasion. Heureusement pour nous, il y a quand même une poignée de gens qui jouent le jeu, donc qui partent du principe que revendre quelque chose sur le marché de l'occasion doit représenter une perte et un petit gain pour celui qui l'achète. Voilà, c'est tout simplement quelque chose de gagnant-gagnant. Mais là, la spéculation a pris le pas et donc on voit régulièrement, par exemple, des boîtes qui ont 4 ou 5 ans au compteur, qui à l'époque ont été payées à peu près 120, 220 à 150 € par exemple. Eh bien, on voit les gars revendre ça au détail en tenant compte du prix du neuf actuel Game Workshop. Donc voilà, toutes ces petites annonces, pour leur grande majorité, je trouve, ont perdu un peu pied avec la réalité et tout simplement s'adressent à des pigeons. Et outre ces vils spéculateurs, eh bien, nous avons assisté à l'ascension d'une nouvelle race d'acheteurs-revendeurs et même plutôt d'une nouvelle sous-race avec laquelle désormais Game Workshop doit composer. Il s'agit des scammers. Il me semble que c'est le terme à peu près officiel. Et les scammers. Alors, sur Ruralameur, vous êtes habitué à un langage assez fleuri, mais concernant ce type d'individu, on peut quand même lâcher les gros mots parce que les gars sont vraiment des parasites. On parle vraiment de spécimens très avancés en matière de fils de puterie. Franchement, les mecs,
ce sont vraiment des parasites à tous les niveaux, car ils parasitent, d'une part, le circuit de vente traditionnel de Game Workshop et ils vont parasiter également les consommateurs et donc désormais, nous y sommes habitués à chaque nouvelle grosse sortie de Game Workshop. Allez, prenons un truc récent comme, par exemple, la box collector regroupant la Deathwing, donc les nouvelles figurines Deathwing accompagnées du codex Dark Angel. Évidemment, c'est une faction très jouée. Ça a donné envie à tout le monde, ces nouvelles figurines. Donc, tout le monde s'est jeté dessus dans le cadre des précommandes. Eh bien, un paquet de ces acheteurs se sont vus refuser leur boîte collector. Et d'un autre côté, eh bien, nos fameux scammers ont complètement spammé leurs achats. C'est-à-dire qu'en fait, ils précommandent la chose sur plusieurs sites en même temps. Et dès le lendemain, nous voyons eh bien, ces box collector revendus au-delà du prix du neuf Game Workshop et même pour beaucoup d'entre elles revendues au détail. Donc c'est vraiment extrêmement fatigant de voir ça de manière absolument systématique. Ces mecs sont vraiment des horreurs parce que d'une part, ils privent des acheteurs eh bien, de leur acquisition et donc dans ces acheteurs, il y a vraiment des gars qui ont envie de faire Dark Angel. Eh bien non, ça vous est refusé tout simplement parce que les stocks sont pris d'assaut par ce genre d'individus et ensuite, vous devez vous rabattre si vous vraiment vous la voulez, cette boîte, vous devez vous rabattre sur des petites annonces odieuses. Et c'est vraiment extrêmement fatigant. Ces mecs-là, franchement, ils méritent juste une énorme baffe avec élan. Ils parasitent tout, ils font chier la maison mère, si bien que Game Workshop essaie quand même de se protéger de ça, par exemple, en réduisant le nombre d'acquisitions à une boîte par client. Mais bon, c'est facilement contournable. Il suffit de faire le tour des revendeurs et de précommander cette boîte partout. Donc c'est un phénomène vraiment qui est pour Game Workshop très très difficile à enrayer. Et nous, en tant que consommateurs, eh bien, on assiste assez impuissants à ce phénomène-là. Donc franchement, mais quel est le profil de ce genre d'individu? Bon, moi, franchement, j'imagine vraiment le gars, tu vis chez ta mère, t'as pas de vie, t'es au RSA, pour arrondir tes fins de mois, t'as rien trouvé de mieux que d'acheter des boîtes Warhammer et de les revendre plus cher. C'est assez déprimant, la gifle avec élan pour tous ces individus-là. Franchement, on va pas se mentir, on a juste envie de les taper. Et oh là là, putain, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Donc, petite anecdote là. Je connais un magasin distributeur de Warhammer et autres jeux, il fait absolument tous les jeux, à Creil en Picardie, qui s'appelle La Terre des 1000 jeux, et qui est, à ma connaissance, le plus beau et le plus grand magasin dédié à Warhammer et à tout ce qui gravite autour. Le mec a un stock absolument phénoménal. Cependant, ce magasin, donc La Terre des 1000 jeux, est en difficulté ces dernières années, tout simplement parce qu'il se situe à Creil. Creil, c'est une ville jachère, c'est une ville où il n'y a plus un rond, c'est une ville où le tissu économique s'est complètement vu défoncer. Là-dedans, il n'y a pas de gentrification possible, il n'y a pas de renouveau possible. C'est une ville un peu à l'abandon et c'est bien dommage. Elle incarne vraiment énormément des difficultés qu'on peut voir actuellement en termes d'économie, en termes d'emploi, en termes de social. En gros, il n'y a rien qui va dans cette ville. Et lui, il se débat quand même avec son grand magasin dédié à Warhammer pour essayer de subsister tout simplement. Il est en situation malheureusement de survie. Et donc le mec, pour relancer un peu la machine, au mois de janvier, il fait des soldes. Et là, les soldes, c'est tout simplement moins 30% sur tout Warhammer. Et chez lui, alors, vous trouvez des boîtes collector qui sont sorties il y a 2 ans. Par exemple, le Cadia Stands, là, la boîte de la garde impériale, qui était introuvable dès le lendemain des précommandes. Lui, il en avait une dizaine en stock. Des sets collector Renegade Knights, des sets collector Black Templar. La boîte, par exemple, le sang du Phénix, quoi, le truc porté disparu depuis des années. Eh bien, lui, il avait tout ça. Il a un stock monstrueux. Et pour le relancer un peu les affaires, il faisait tout à moins 30%. Moi, évidemment, j'y vais.
Et le matin même, je me dis: «Ah putain, la petite boîte, Imperial Fist là, qui était sortie à Noël et qui est maintenant à moins 30, je vais me la choper. J'ai envie de peindre des trucs jaunes». Il y a même eu une émission à ce sujet. OK, je vois que c'est en stock le matin, voilà, j'y vais. Je vais choper ma petite box Imperial Fist. Arrivé au magasin, ah patatras! La boîte Imperial Fist est partie entre les midis et de l'aveu même du commerçant, il est tombé sur un gars qui a fait une razzia. Il a acheté une vingtaine de grosses boîtes. Alors je me dis: «Ah merde, bah, tant pis pour moi, j'aurais dû la réserver». Naturellement, je trouve quand même deux trois petites boîtes sympas à me prendre avec un tarif plutôt agressif. Mais bon, oh petit regret, merde, mais cette petite box Imperial Fist, elle me plaisait bien. Eh bien, dès le lendemain, sur Le Bon Coin, je trouvais cette box Imperial Fist qui m'avait échappé et je la vois affichée à plus de 200 euros. Donc là, attardons-nous quand même sur ce fils de pute qui va dans un magasin en difficulté, et il le sait très bien, qui achète tout en mode énorme solde et qui dès le lendemain remet tout en ligne avec des tarifs délirants. Et ces tarifs délirants, eh bien, ils vont quand même trouver preneur, et c'est ça le pire, quoi. Toi, mon ami, là, toi qui m'es passé, allez, 1 heure devant et qui a pris ma petite box Imperial Fist, une gifle avec élan, t'es vraiment en dessous de tout, de profiter des difficultés économiques d'un revendeur adorable, à qui je passe bien le bonjour d'ailleurs, pour derrière spéculer et à prendre les gens pour des pigeons. Tu es infâme. Et malheureusement, il y en a beaucoup désormais des comme toi. Donc le marché de l'occasion, honnêtement, en globalité, sauf exception, ce n'est plus du tout ce que ça a été. Donc c'est de faire des bonnes affaires sur le marché de l'occasion, c'est devenu extrêmement compliqué. Et à vrai dire, vous trouverez difficilement mieux que de faire par exemple un énorme achat groupé avec vos copains chez Wayland ou ailleurs chez un revendeur qui fait moins 20%. Le marché de l'occasion n'est plus vraiment au même niveau que ça. Vous aurez du mal à trouver mieux. Et donc, les spéculateurs, les scammers et tout, voilà, tous ces gens-là, mais calmez-vous les mecs, arrêtez de prêter une valeur pareille à ce que vous vendez. Vous vendez souvent des armées en morceaux, des armées enfin voilà, quand on les voit, ça fait pitié. Arrêtez de demander des chiffres délirants pour ça. Il s'agirait de réatterrir sur Terre un petit peu. Refaites du marché de l'occasion quelque chose qui vaut le coup, quelque chose pour lequel vous acceptez de perdre un petit peu d'argent pour en faire bénéficier à un autre. Donc le neuf, c'est chaud. L'occasion, c'est chaud. Donc, quelles sont les solutions? Eh bien, les solutions actuelles, à vrai dire, elles sont assez minces. Elles consistent finalement à se débrouiller pour retrouver plus ou moins ce qu'étaient les tarifs officiels du début de la V9. Des tarifs qui étaient au demeurant, je trouve, assez raisonnable vu la qualité des kits qui nous étaient fournis. Et donc, il n'y a pas 36 solutions, à part les revendeurs qui vous offrent 20% d'office. Et dans le cas de grosses commandes d'achat groupés, par exemple, avec vos copains, vous allez chez Wayland et cette fois, ça tournera plus autour des 25 à 30%. Malgré les frais de port plus importants, malgré les petits frais bancaires liés à un achat à l'étranger, chez Wayland, vous n'aurez pas de douane. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes 2 ou 3 copains qui a prévu de faire des achats, c'est à mon sens la meilleure solution. Et quant au fait de dégager plus de budget pour faire la part belle à votre hobby, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà pu dire dans des émissions précédentes. Il s'agit tout simplement de se débarrasser des choses qui ne vous élèvent pas, quoi. J'ai une pensée assez émue par rapport, par exemple, aux fumeurs. Les fumeurs qui, voilà, un fumeur standard, on va dire, qui tourne à un paquet par jour. Voilà, vous êtes les premiers payeurs d'impôts de ce pays, hein. Franchement, c'est assez méchant. Donc typiquement, la cigarette, oui, évidemment, c'est pourri, je vais pas vous faire la morale, mais dépenser 300 € par mois juste pour fumer des Lucky Strike, est-ce que ça vaut le coup? Non, absolument pas. J'ai été fumeur moi-même, hein, donc je sais de quoi je parle, mais bon, globalement, pour libérer un peu de budget disponible dans l'exercice de votre hobby, il s'agit
de se débarrasser des petites addictions un peu honteuses et plus globalement de tout ce que finalement on pourrait se passer. Et notamment, voilà, la grande mode actuellement est aux abonnements. C'est-à-dire on vit une vie par abonnement. Si vous achetez par exemple une bagnole, désormais le garage va tenter de vous la vendre sous la forme d'un abonnement. C'est-à-dire que la caisse ne sera même pas à vous. Vous allez faire un genre de leasing à la con, à l'issue duquel vous allez complètement vous faire avoir. Et en vrai, la société dans son intégralité maintenant tourne comme ça, par un système de location, par un système d'abonnement qui quelque part vous dépossède de votre propre bien. Donc il s'agit, dès lors qu'il s'agit en fait de retrouver un peu de pouvoir d'achat lié à l'exercice du hobby, il s'agit de faire un petit coup de ménage, observer tout simplement vos prélèvements mensuels et enfin, voilà, qu'est-ce qui est sacrifiable là-dedans. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui sont abonnés à tout en même temps, Apple, Spotify, Amazon, machin, Netflix et tout. Avez-vous vraiment besoin de tout ça? Et quel est votre degré de satisfaction à l'issue d'une série qui aura pris 10 à 12 heures de votre temps? Si ça se termine en mode mais ouais, j'ai passé un beau moment, c'était sympa, probablement qu'en fait ce bon moment entre guillemets, vous pourriez vous en passer pour retrouver un peu de pognon dans l'exercice des Warhammer et dans l'exercice du modélisme, de la peinture, etc., etc. Donc, je vais pas faire du coaching en développement personnel de merde. Tout simplement, l'argent, si vous en voulez, vous pouvez le trouver en sacrifiant certaines choses. Si on garde à l'esprit la définition du progrès suivant Jean-Jacques Rousseau, par exemple, Jean-Jacques Rousseau estimait que le progrès est ce qui nous élève l'esprit. Voilà, faites le tri. Qu'est-ce qui vous élève l'esprit dans votre quotidien, etc. Et nul doute qu'il y a des choses qui peuvent tout simplement se faire raturer. Donc voilà, un petit mélange comme ça, il s'agit de faire un petit peu de ménage, quelques sacrifices, se débarrasser de ce qui nous tire vers le bas pour se recentrer sur ce qui nous tire vers le haut. Et globalement, je pense que pour la majorité d'entre nous, peindre, faire des listes, jouer, ça nous tire plutôt vers le haut, on se resocialise, on exerce une petite activité artistique. Je pense que c'est quelque chose à privilégier dans notre quotidien. Donc il faut lui faire un peu de place et il faut lui laisser un petit peu d'argent supplémentaire pour s'exprimer de la meilleure manière. Mais à l'issue de tout ça, comment finalement donner de la valeur à tout ça? Certes, on parle depuis tout à l'heure de prix, mais le prix et la valeur sont deux choses radicalement différentes. Acheter des figurines, vous les achetez cher, mais ça demeure un matériau brut. C'est du plastique gris. Intrinsèquement, ça n'a absolument aucune valeur, contrairement à ce que croient les petites annonces complètement dégénérées. Mais en gros, le but du jeu, c'est que, ok, le prix est élevé, mais je bénéficie d'un matériau brut sur lequel je vais pouvoir faire une véritable valeur ajoutée. Une valeur ajoutée devant laquelle le prix, il va s'oublier. Et le meilleur moyen de faire de la valeur ajoutée, c'est le soin que l'on va mettre à assembler, à convertir, à peindre, à jouer. Cette armée sur laquelle on va passer des centaines d'heures de peinture, on va la sortir, on va la présenter à des gens, à des nouveaux joueurs, on va la sortir dans des associations, dans des événements, et au fil des ans, le prix va très vite s'oublier devant cette valeur fabuleuse que peut représenter par exemple 10 000 points de Nécron très bien peints. Je veux dire, quand on parle d'une armée vaste comme ça, on peut atterrir sur des prix absolument délirants. Moi, je connais des gars qui ont des armées, qui ont des collections, mais qui ont plusieurs milliers d'euros au compteur. Cependant, lorsque vous faites les choses bien, donc lorsque vous prenez les choses à cœur, lorsque vous avez envie que cette armée au prix un peu excessif prenne une valeur bien au-delà, la valeur va être telle que vous serez ravi finalement d'avoir payé le prix fort, à la fois en termes de finances, mais à la fois en termes de travail exercé sur celle-ci. Ça va prendre une valeur de ouf et une valeur qui va ne faire que croître avec les années. Et
on ne regrettera pas finalement. Un exercice assidu de peinture et de modélisme autour d'une armée, c'est une valeur immense. C'est à peu près le même type de profil qu'on va retrouver chez un artisan, par exemple quelqu'un qui est ébéniste par exemple. Il va partir d'un matériau brut pour lui donner le plus de valeur possible par le travail, par la passion, par le plaisir, etc. La valeur vient comme ça. Et donc, quelle est finalement la pire chose que vous puissiez faire en tant que consommateur Game Workshop? Eh bien, c'est de ne donner absolument aucune valeur à ce que vous achetez. Et on va en venir, eh bien, à ce grand problème, j'ai envie de dire même ce grand phénomène de société qui est la pile of shame, la pile de la honte. La pile de la honte, ça incarne à merveille cette absence de valeur ajoutée qu'on va mettre sur des armées au prix excessif. Donc là, on coche toutes les mauvaises cases. Donc, alors, je suis loin d'être juge en la matière. Une pile de la honte, je suis comme vous, j'en ai une. Mais eh bien, les piles de la honte se trouvent à des degrés différents et j'ai pu croiser, mais par exemple, j'ai pu croiser des gars, mais leur pile de la honte, c'est quasiment un mur de la honte, voire une pièce de la honte. C'est-à-dire, c'est un cumul absolument délirant de toutes les nouveautés, de tout ce qui est de près ou de loin, des grosses boîtes, des Battle Force de Noël, des combats de Patrol, des boîtes de base, des boîtes collector et tout. J'ai parfois assisté vraiment, mais la mâchoire par terre, à ceux qui étaient, pour certains, une pile de la honte. On parle d'un cumul en euros et d'un cumul de travail potentiel qui est proprement infini et qui manifestement ne sera jamais honoré. Et ça, eh bien, c'est la pire chose que vous puissiez faire parce que cette pile de la honte, de la valeur, elle n'en a aucune. Même si vous jouez les petits spéculateurs, vous vous dites ah ouais, la boîte collector Black Templar sortie il y a 3 ans, je peux la fourguer beaucoup plus cher. Ouais, en fait, si vous voulez, mais vous allez participer au problème et ben, ça ne change rien au fait que vous n'avez pas été foutu de donner la moindre valeur à cette acquisition. Cependant, cette pile de la honte, elle a un seul mérite, eh bien, elle fait fonctionner le business. Honnêtement, je pense que Game Workshop, sa part de vente liée à la pile de la honte doit être assez énorme et manifestement, il compte là-dessus. Il compte tout simplement sous un achat d'une certaine forme qui est le fameux achat compulsif. L'achat compulsif, je pense qu'on est tous passés par là. C'est tout simplement que Game Workshop est excellent pour nous donner envie. Même si on n'a pas le temps, même si on a un planning peinture rempli à ras-bord pour les 2 prochaines années, Game Workshop sait créer l'événement. Il le fait via le teasing, il le fait par la médiatisation des nouvelles sorties. Voilà, hein, allez, prenons un exemple récent, par exemple, eh bien la nouvelle gamme de croûtes. La nouvelle gamme de croûtes, franchement, personne n'en a besoin, sauf les joueurs tôt, manifestement. Mais eh bien, Game Workshop sait nous donner envie. Ça commence par un teasing d'une ou deux figurines. Ensuite, il y a la grande révélation qui est médiatisée. Donc, il y a des vidéos qui mettent en scène les nouvelles figurines, etc. Il y a la boîte collector avec le codex en version collector qui vaut le coup financièrement. Et eh bien, à l'occasion de ce genre de sortie, on peut très bien mettre le doigt dans l'engrenage et tomber dans le panneau. Et à vrai dire, Game Workshop compte là-dessus. Ils savent très bien que parmi toutes ces ventes, il y en a au moins la moitié qui sera jamais peinte, mais ils s'en foutent. L'achat compulsif représente sans doute le plus gros de leurs ventes et ils auraient bien tort de s'en passer. Mais nous, en tant que consommateurs, eh bien, on aurait plutôt intérêt à s'auto-réguler en la matière parce que l'envie, en vrai, elle vient à chaque nouvelle faction. Moi, il y a des factions, honnêtement, pour lesquelles j'aurais pu être assez hermétique de base. Mais bah voilà, quand les mecs te présentent la nouvelle gamme World Eaters avec tu sais, les vidéos, la petite musique violente et tout, guitare tronçonneuse, etc. Mais ouais, ça te donne envie. Ça te donne envie et tu peux très bien vite te retrouver à fumer 300 à 400 euros à acheter toute la nouvelle gamme. Donc, et tout ça, bah, ça alimente cette pile de la honte qui manifestement ne trouvera jamais sa place dans vos projets. Et on accumule une quantité de choses qui n'a aucune valeur. Tandis que nous,
on va dire, en tant que hobbyiste, notre première activité, ça va justement être de donner de la valeur aux choses, de faire la différence avec l'armée du voisin, par exemple, de faire une véritable armée belle sur des tables belles qui va prendre de plus en plus de valeur, qui va prendre de plus en plus une part sentimentale au sein de votre activité. Et c'est vraiment ça le but du jeu, c'est de faire du beau, c'est de jouer et de faire du beau. Et donc, la pile de la honte, eh bien, elle s'incarne tout simplement à travers diverses erreurs. Parmi ces erreurs, j'ai envie de parler, donc, outre l'achat compulsif, il y a également l'achat méta. Ça, vous êtes nombreux à le pratiquer. Alors, naturellement, si on parle d'un mec qui est un compétiteur, je veux dire, son exercice du hobby, c'est ça, c'est de faire du tournoi, c'est d'essayer de progresser dans les ligues, etc. Alors, lui, naturellement, eh bien, il a tout à fait raison d'acheter l'unité forte du moment. Mais si on en revient un peu à nos petits pieds sur terre, à nous, donc dans un cadre, on va dire, plus fleuve, plus narratif, plus casu, évitez à tout prix l'achat méta. L'achat méta, c'est quelque chose que vous allez potentiellement regretter et je n'ai vu ça que trop souvent. L'achat méta est rarement un investissement durable. On en a déjà parlé dans l'émission qui s'appelait La Métastase, hein, sur laquelle j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs, hein, des retours de toutes sortes, c'était assez sympa. Mais l'achat méta, ok, vous dites, donc prenons un exemple récent, allez, à la sortie de la V10, les Inceptors, c'était très fort. Eh bien, vous allez acheter des Inceptors, et donc on parle de ces kits de 3 figurines qui font un peu peur aux finances, hein, j'en ai parlé plus tôt. Eh bien, voilà, vous allez vous mettre à acheter 4 boîtes d'Inceptor, il y en a pour 200 balles, il y en a pour 200 balles d'un achat méta. Vous achetez ça parce que ça va faire bien dans vos listes, ça va leur donner du punch, c'est tout simplement une des unités les plus fortes du moment. Bah ouais, mais les mecs, le temps que vous les assembliez, le temps que vous les peigniez, eh bien, nul doute que la méta aura changé et que vos 200 € d'Inceptors, finalement, ils n'auront que peu de valeur à vos yeux. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut que les choses aient de la valeur à vos yeux par le travail que vous allez leur apporter, par la qualité de peinture, etc. Un achat méta a rarement de la valeur. C'est quelque chose de bien trop mouvant, de bien trop aléatoire, et on voit parfois des unités auparavant méta, idem au début de la V10, les Desolators, The Space Marine, la Desolation Squad avec des lance-missiles étaient redoutables. Eh bien, il a suffi d'une data slate pour les rendre absolument inutiles, trop chers en points et donc assez injouables. Eh bien, idem, une pensée émue pour les mecs qui se sont mis à acheter plusieurs boîtes de cette escouade-là. Alors, si ça vous a permis de briller en tournoi pendant 2 semaines et demie, eh bien, tant mieux pour vous. Mais globalement, c'est un achat sans valeur. C'est quelque chose que vous pouvez potentiellement regretter. Donc, achat compulsif, bof, essayez de vous réguler. Achat méta, bah, là, j'ai envie de dire, essayez de vous réguler encore plus, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de court-termiste, et évitez également l'accumulation de tout ce qui est alternatif. Et là, on va parler un petit peu des proxys, des recasts. Alors, je peux comprendre que l'on en vienne à d'autres gammes que celles de Games Workshop, par exemple. Pour certains types de joueurs, je prends par exemple allez, un joueur orc. Un joueur orc qui joue par exemple une marée de boys entière, eh bien, il a juste à se mettre sous la dent un kit Game Workshop qui est pas très modulaire, hein, où finalement toutes ces escouades de boys vont se ressembler l'une l'autre. Et là, j'ai envie de dire, le recours à du proxy, eh bien, est tout à fait légitime. On a envie de varier les plaisirs. Ces orques alternatifs vont faire partie intégrante de notre armée, mais j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, le recours à des proxys et en pire à du recast trouve généralement une valeur très faible dans vos armées. Et je pense que ça ne vous a pas échappé, mais regardez, parmi les revendeurs de proxys, donc ils sont désormais très nombreux, donc les fabricants de figurines alternatives, vous allez avoir un mal de chien à trouver des exemplaires peints.
et ce, à juste titre. Il y a certains proxys qui, honnêtement, sont de mauvaise qualité. La résine est moche, la peinture adhère mal, c'est difficile à assembler, c'est de la dentelle de résine très cassante, c'est tout simplement chiant. Allez, petit coup de gueule à ce titre concernant la gamme Raging Heroes. Je me suis fait avoir il y a 2 ans, je leur avais acheté tout un petit lot de proxy Eldar Noir version féminine. Je trouvais les figurines superbes, du moins je trouvais les visuels 3D superbes. Eh bien, Raging Heroes, j'ai envie de dire, ils sont très bons pour faire des visuels 3D, mais dès lors qu'il s'agisse de faire des figurines, putain, mais quel enfer à monter, quel enfer. Et tout simplement, j'ai renoncé. J'ai tout simplement renoncé devant la pénibilité du travail qu'impliquait l'assemblage de ces figurines. C'était tout simplement une horreur. C'est mal foutu, c'est mal moulé, c'est tordu. Il y a des lignes de moulage partout qui vous courent en travers de la gueule, par exemple, d'une guerrière. Enfin, c'est ingérable, c'est de mauvaise qualité à mon sens. Il y en a plein des excellents, hein. Si vous achetez par exemple du Artel Miniatures, ça tue, la qualité est absolument phénoménale. Mais honnêtement, pour beaucoup de fabricants de proxy, la qualité est mauvaise et on peut s'en rendre compte tout simplement en se rendant compte que le nombre d'exemplaires véritablement peints sur les réseaux est quasiment mais infinitésimal. Et ça, eh bien, il y a une solide raison à ça, c'est que tout simplement, c'est de la merde à peindre. Donc les proxys, honnêtement, vous pouvez y avoir recours, mais essayez de faire ça d'une manière très réfléchie. Par exemple, si la gamme Game Workshop ne représente pas à vos yeux une offre suffisante, eh bien pourquoi pas aller taper dans du proxy. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont choisi des proxys guerriers aspect. Et là, c'est assez légitime, parce qu'on parle de figurines qui ont plus de 20 ans au compteur, dont certaines sont en fine cast. Eh bien là, ça peut valoir le coup d'acheter du proxy pas trop cher pour avoir des escouades très stylées. Donc là, ça peut avoir de la valeur. Encore que on achète ça avec la certitude que ces guerriers aspect, eh bien finalement, ils finiront par être refaits par Game Workshop. Et je pense que ça va être le cas durant cette V10. On va voir, voilà, les araignées spectrales, les dragons de feu et tout. Et tant et si bien que cet achat de proxy que vous avez fait un peu par défaut, vous allez également pouvoir le regretter. Donc là encore, c'est de la valeur en moins. Après, parlons un petit peu des recasts. Alors, le recast, j'ai envie de dire, on pourrait consacrer une émission entière devant la chose. C'est que, devant ce dont on a parlé, devant les tarifs plus qu'excessifs de Game Workshop, il n'est pas étonnant de voir beaucoup d'entre nous avoir recours, à de la chinoiserie, à du recast. Mais là encore, honnêtement, ça dépend de ce que vous allez en faire. Je peux très bien comprendre, par exemple, et ça m'est moi-même déjà arrivé, ok, j'ai pas forcément envie de mettre 32 ou 35 euros dans une figurine de lieutenant de base ou de capitaine de base. Je peux avoir le truc en Chine pour 5 balles. Là, ouais, le débat, en fait, penche dans la faveur de la chinoiserie. C'est clair et net, quoi. Vous gagnez 30 euros, tout simplement en faisant un petit sacrifice de qualité en termes de rendu de figurines, en termes d'assemblage, et gardez à l'esprit que la résine, ça se peint également plus mal, hein. Ça, je le vois très bien. Voilà, là, je vous parle de 3 petits QG que j'ai, par exemple, en Blood Angels. Ce sont des recasts, ce sont des chinoiseries qui ne coûtaient même pas 5 euros pièce. Déjà, ça a été chiant à assembler. Et honnêtement, une fois qu'on sous-couche le produit, on se rend bien compte que la qualité est aux fraises. Ça demeure en fait une qualité très acceptable, mais dès lors qu'il faut les peindre, on se rend compte que les sous-couches accrochent moins bien, les couleurs de base sont moins pétantes, et dès lors qu'on travaille un peu avec du glazing ou l'ajout d'encre dans les ombres, etc., on voit que le rendu est différent des figurines officielles en plastique sur lesquelles on a travaillé préalablement. Donc il y a un vrai compromis en qualité dès lors qu'on fasse appel au recast, et j'ai envie de dire quoi de plus normal. Donc le recast, je vous comprends très bien, hein, ceux qui ont recours à ça, et quoi de plus normal finalement que de faire appel à ça dès lors qu'il faille acheter par exemple du Forge World. Du Forge World, alors là, on parle de tarifs absolument lunaires. Un pauvre Dreadnought Contemptor, va vous coûter plus de 100 balles. Vous l'avez en Chine pour 12 euros, donc le calcul est vite fait. On est sur un rapport de prix de 1 pour 10.
évidemment, c'est difficilement acceptable. Les figurines Forge World, c'est délirant, quoi. Et c'est d'autant plus délirant que parfois la qualité n'est pas au rendez-vous. Si vous jetez votre dévolu Forge World, par exemple, sur une figurine qui a un peu vécu, eh bien, nul doute que vous allez tomber sur un moule qui est déjà usé jusqu'à la moelle. Donc en fait, cette figurine très chère, vous l'aurez dans une qualité mais vraiment très très discutable. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir sous les yeux des kits officiels Forge World moins bien moulés que des recast chinois avec un prix divisé par 10. Donc là, la question se pose de manière complètement légitime concernant Forge World. Mais les recasts, là, j'ai envie de dire, éviter l'accumulation. Et si la chose peut s'entendre pour quelques QG, par exemple, c'est difficilement entendable, à mon sens, pour faire de l'infanterie. C'est que, honnêtement, 10 intercessors, je vais préférer largement les payer plus cher et avoir le confort du plastique, à la fois pour l'assemblage et la peinture, parce que assembler 10 fantassins en résine chinoise mal moulés que vous allez devoir nettoyer, décaper, enlever les lignes de moulage, etc. Waouh! En fait, ça se paye vraiment au prix fort. L'économie d'argent se paye au prix fort. Et cette escouade en résine assez mal fichue, vous allez avoir encore plus de mal à lui donner une véritable valeur, tout simplement parce que vous allez avoir du mal à la peindre et que ce genre de figurine, eh bien, gardons à l'esprit que le jour où elle tombe de la table, il y a fort à parier qu'elle se pète en deux, chose qui ne vous arrivera pas avec le bon vieux plastique Citadel. Donc honnêtement, moi, le recast, j'évite au maximum. J'ai envie de donner le maximum de valeur à mes figurines. Eh bien, ça implique de devoir partir sur un matériau durable et bien fichu. Et le plastique Citadel est tout simplement imbattable à ce jeu-là. Donc voilà, si on veut vraiment donner au prix investi un véritable sens, le but du jeu est de donner le maximum de valeur à vos armées. Et moi, ça me fait relativement mal au cœur quand, par exemple, dans l'exercice, eh bien, des petits rendez-vous associatifs, je vois des armées dressées sur table qui ont coûté une véritable couille et qui, visuellement, mais n'ont absolument aucune valeur. Des figurines mal montées, des figurines eh bien, mal nettoyées, des figurines mal peintes, des armées où il y a à la fois de la sous-couche, de la peinture, des figurines en cours de montage, des proxys de qualité très discutable, des recasts comme s'il en pleuvait. Ces armées qui se dressent devant moi n'ont aucune valeur malgré l'investissement financier qu'elles ont représenté. Eh bien, ça, j'ai envie de dire, c'est la pire erreur que vous puissiez faire en tant que consommateur de Game Workshop. Si vous voulez rentrer dans vos frais, il n'y a pas 36 moyens. Ça demande d'ajouter le maximum de valeur possible. Et donc, à ce titre, je ne vais pas vous demander de jouer les Michel-Ange. Vous n'allez pas faire une armée entière à un niveau de peinture d'exposition. Il suffit tout simplement d'un exercice relativement assidu et efficace pour faire de votre armée quelque chose de véritablement impactant sur une table, et donc l'impact visuel va d'office créer de la valeur. Donc je vous renvoie à la petite émission consacrée à la peinture d'armée. Ça peut vous donner eh bien, des petites idées pour avoir un exercice de peinture et d'assemblage le plus efficace possible, quelque chose qui ne va pas mobiliser tous vos efforts pendant 2 ans, tout simplement pour avoir une armée présentable, mais le simple fait de s'assigner un exercice, on va dire, quasi quotidien et assidu à ces armées qui vous ont demandé quand même pas mal de pognon, ça suffira à la faire rentrer à la fois dans votre cœur et à la fois sur l'échelle de valeur un petit peu artisanale et sentimentale qui va consister eh bien, à présenter cette jolie armée dont vous serez fier à d'autres joueurs, à échanger des conseils peinture à son sujet, à expliquer aux autres eh bien, comment vous avez procédé pour monter cette armée, pour la peindre. Bref, je vais reprendre un terme qui est assez résurgent sur le Discord de Ruralammer. Il faut suivre la voie du brushido. Le brushido, c'est l'exercice du brush, donc du pinceau, mêlé au bushido japonais. Ça donne le brushido et c'est le meilleur moyen pour donner de la valeur à vos armées.
Donc je ne vais pas insister un peu sur je vais pas vous expliquer comment acheter des figurines. Cependant, si vraiment vous avez à cœur finalement que votre investissement financier prenne de la valeur dans votre temps et surtout la plus importante d'entre toutes, une valeur sentimentale, évitez certains écueils comme l'achat compulsif, l'achat méta. L'achat méta, c'est vraiment quelque chose qui est privé d'amour quelque part. Les achats un peu trop massifs de proxy, de recast, le service peinture minimum, évitez ça de même. Une peinture torchée, évidemment, c'est une valeur nettement amoindrie. Les recasts peu durables, les proxys, voilà, tout ça finalement fait baisser la valeur de votre investissement préalable et n'ira pas dans votre sens, du moins si vous avez ce sens-là à cœur, de créer quelque chose de beau, de créer quelque chose qui va vous suivre dans votre vie, de créer quelque chose qui a de la valeur. Donc je pense que dans l'exercice de notre hobby, c'est très important de séparer ces deux choses, le prix et la valeur. Je vais m'arrêter là. Le budget Game Workshop, je pense qu'on en a fait le tour. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Malheureusement, eh bien, c'est cher et c'est de plus en plus cher et ce sera de plus en plus cher parce que ce monde, et franchement, en voie d'effondrement, on va pas se mentir, économiquement, tout prend la flotte de partout. Les ressources se raréfient. Nous, notre petit business à base d'hydrocarbures, il va prendre de plus en plus de plomb dans l'aile. C'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous aura de plus en plus de mal à composer parce que money is money, hein, ça devient compliqué à ce niveau-là. Et finalement, la seule alternative qu'on a pour faire oublier ces prix excessifs, c'est de donner de la valeur, une valeur artistique, une valeur sentimentale et une valeur sociale dans le cadre des armées adverses que votre propre armée va rencontrer. Voilà, c'est tout simplement la seule consigne que j'aurais à vous donner devant ces prix qui peuvent paraître un peu fous. Un maximum de valeur et le prix va s'oublier. Et cette armée que vous allez chérir va vous suivre toute votre vie et vous n'allez pas la revendre à des tarifs délirants tout simplement parce que ça va être une armée sentimentale. Il y aura de l'amour et de la valeur dans cette armée que certes vous aurez payé cher, mais que vous ne renoncerez pour rien au monde. Allez, on s'arrête là-dessus. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions. Cette semaine, vous n'avez pas eu d'émission, hein, vous n'en pouviez plus. Vous n'avez pas eu votre dose de Rural Hammer du mercredi et je m'en excuse. Brother Maxou a complètement la tête sous l'eau. Tout est en train d'arriver en même temps. Les opportunités, le travail, les petits tracas professionnels, c'est absolument délirant et je suis ravi de vous retrouver derrière un micro pour un peu alléger la pression. Mais bon, globalement, no stress les mecs. Ce petit manquement, ça devrait pas n'arriver trop fréquemment. Et donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver derrière mon petit micro. Pour parler de choses et d'autres. Et aujourd'hui, on a parlé un peu pognon. J'espère néanmoins que ça vous aura plu. Mon sentiment là derrière le micro est en train de... J'ai un ressenti, c'était pas follement intéressant. Et j'ai peut-être eu raison, c'était peut-être pas follement intéressant. Mais néanmoins, je pense que cette émission était un one-shot et qu'il me fallait au moins une fois parler un peu d'argent, de prix et de valeur. Donc j'espère néanmoins que ça vous aura intéressé. Et si ça vous a pas intéressé, eh bien nul doute que les prochaines émissions vont relever le niveau. Et je vous dis du coup à plus tard sur Rural Hammer. Ciao les mecs, jouez bien, peignez bien.